et bienvenue dans Certains Cinéma Show, l'émission qui coffre les films à la sortie. Salut Thierry. Bonjour. Cette semaine, on n'a pas fait exprès, c'est promis, on va parler flics et alcool. Ça va. Heureusement, c'est pas dans le film. Au programme, 30 jours max de Tarek Boudali, la bande à Fifi est de retour, mais pas forcément pour le meilleur. Drunk de Thomas Winterberg avec Mads Mikkelsen, l'alcool joyeux, ou mauvais, on va bien voir ça. Dark Man, un film noir, un film policier kazakh, excellente surprise de la semaine. Et on finira avec le roi des actionneurs, le roi du policier, celui qu'on ne présente plus, Liam Neeson, pour The Good Criminal, un régal en perspective. The Mom Fifth. Voilà pourquoi on a appelé ça Good Criminal. The Honest Thief. Ouais, pas mal. C'était super dur à prononcer, dis donc. Thief. Non, Fifth. Thief. On va peut-être pas dire Fifth pendant 3 heures, on va passer au film. Hein. Thief. Ouais, on a cassé Thomas. Aurait-on vu les films avant l'intro ? La voiture du rat approche. On est en position, commissaire. Il faut le prendre en flagrant délit. On ne bouge pas. T'es dit ? T'es qui, toi? Ryan, on habite dans la même cité. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Par contre, tu peux pas rester là parce qu'on est sur une grosse intervention, là, ça risque de tirer dans tous les sens. Tu ferais mieux de partir. Vas-y, c'est bon. Allez, vas-y. Il vous reste très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire ? 30 jours. Max. Bien. Ça nous fera 35 €, s'il vous plaît. On a un peu de temps avant Drunk, donc je vous propose une petite comédie française. Vous allez voir, c'est génial. Ça s'appelle 30 jours max. Donc c'est le ressenti. Hein. Vous ne ressentirez pas plus de 30 jours max le film. C'est de la bande à Fifi en plus, elle est de retour. Et en plus, c'est par le meilleur de la bande à Fifi. C'est Tarek Boudali. Et le seul bon film de la bande à Fifi, c'était Épouse-moi mon pote, on le sait tous très bien, donc il nous tardait le retour de Tarek. C'est ça, après avoir exploré et bien décrit magnifiquement la question du mariage pour tous avec finesse et légèreté. Je te préviens que si tu ressors ce que j'ai dit de son contexte, un jour je te déglingue là. J'ai déjà le sample. Là, il s'attaque à la fin de vie. La fin de vie, puisqu'il joue... Tarek Boudali se met lui-même en scène pour jouer un flic mordu par un rat et qui n'a plus que 30 jours à vivre. De toute façon, c'est sûr que Tarek Boudali en flic, il n'y a que lui qui peut se mettre en scène pour faire ça, personne ne veut. Hein. Oh là là, d'entrée, on n'a pas fini de présenter le film, il est déjà très négatif, enfin, voyons. Et donc, on a un personnage qui est maladroit, qui est lâche, qui est peureux, et qui va se révéler un véritable héros pour lui et pour tous ses amis. Autour de lui, Philippe Lachaud, bien sûr, Julien Routy, Vanessa Guide et en méchant, José Garcia. Magnifique, merveilleux, un beau casting. Il y a aussi Marie-Anne Chazelle qui joue la grand-mère aussi, au passage. Mais pourquoi ? C'est parce que c'est l'une des rares actrices de cet âge à n'avoir aucun complexe avec le cul, enfin non, comme en fait beaucoup d'actrices françaises. Et donc du coup on lui a dit tiens tu veux parler de ton berlingot, et elle adore ça la fait marrer, donc elle a fait ça toute sa carrière. Donc forcément si elle peut le faire vieille, elle le fait. Enfin désolé mais c'est vrai quoi, Marianne Chazelle. En effet. Avec nous une équipe décomplexée également qui n'a pas peur de parler de comédie française. Thierry, vous l'avez entendu, on a aussi Ellie qui est dans le fond là, qui est dépité complètement parce que ça y est, on l'a rendu accro. Depuis mon grand-père et moi, il fait toutes les comédies. Ah c'est ça, hein. On est là, on est à fond. Moi c'est pas une question de pas avoir peur de parler de comédie française, c'est une question de pas avoir envie d'en parler visiblement. Hein. Marwan t'as mis sur un créneau et visiblement t'arrives pas à t'en dépêtrer. Celle qu'on a réussi à piéger cette semaine pour une comédie, Éléonore. C'est tout à fait ça, mais qu'est-ce que je fous là ? En fait, on lui a dit de venir 2 heures avant le film qu'on va voir, et elle est venue 2 heures avant. Et une invitée, piégée également, Lily, du blog Lily. Bonjour, oui, vous m'invitez vraiment pour les meilleurs trucs, j'adore. Il faut savoir que, en fait, on a osé proposer à personne parce qu'on s'est dit, personne dira oui, toi oui, voilà, c'est tout. Faut dire qu'à l'origine, on a proposé le film suivant. C'est ça, mais on n'a pas vendu un package, hein, je veux dire, il y en a qui acceptent de venir avant. Le mensonge, si le package il était vendu, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui empêchait de venir à 18h pour l'autre film ?
Bon, alors justement, pour ne pas rater le prochain film, parlons tout de suite de celui-là, 30 jours max, donc Tarek Boudali, une comédie déjantée, là c'est le cas de le dire, qui fait un peu, qui n'a pas peur de parler de tout et de rien. Surtout de rien, j'entends dans le fond, très bien. Quels sont vos ressentis sur ce film, là, directement à la sortie? Là, nous sommes dans le petit parc à côté de l'UGC Paris 19, parce qu'on ne dit pas assez souvent où on est. Et on profite de cette avant-première, même si le film sort cette semaine au moment où on sort l'épisode, hein, donc voilà, c'est pas trop une avant-première. Quels sont vos ressentis à la sortie de ce chef-d'œuvre de la comédie-action policière? Ah non mais c'est clair qu'on profite plus du petit parc que du film, hein, c'est sûr. Mais tu dis que ça se permet de parler de tout, et encore je trouve que ça en a peur en réalité, que ça joue sur des blagues faussement outrancières, faussement subversives, alors qu'en fait c'est extrêmement plat quoi. Enfin même je veux dire les blagues du on fait un garçon, on va lui mettre des nichons. Waouh. Alors la show fait ça, hein, je veux dire c'est pas, alors là c'est Boudali, mais bon la bande à Fifi a déjà fait ça, et elle a fait bien plus vulgairement que ça, avec des scènes bien plus graphiques que ça, donc en soi c'est pas étonnant, oui en effet on savait ce qu'on allait voir. Et oui, Boudali, comme tu le dis, c'est un peu l'enfant terrible du truc, quoi. C'est le gars qui, sans les copains, peut pas faire de film, donc mais qui a très envie d'être cinéaste, hein, visiblement. Après, il en a fait 2. Je me rappelle de ce moment où on s'est excusé d'avoir insulté Philippe Lachaud principalement quand on est allé voir Nicky Larson, et qu'on avait été plutôt agréablement surpris par le film, même si à la deuxième fois il passe beaucoup moins bien. Mais c'était une surprise sympathique. Là, j'ai envie de retirer tout ce que j'ai dit. C'est pas bien, vraiment pas. Il y a aucune idée surtout. Si, il y a une bonne idée. Bon, elle était dans Sherlock Holmes, mais il y a une au dialogue près. En fait, oui, il refait au plan et au dialogue près la scène de baston de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, et pour ensuite faire une chute derrière. Voilà. Oui, ça mélange beaucoup de références en fait. C'est une œuvre très référencée. Si. Éléonore, je te sens dépitée sur ce film. Oui, enfin quoi d'autre. Enfin, je suis anesthésiée, disons-le. Alors déjà, je suis très impressionnée par votre capacité à pouvoir parler d'autant de films de la bande à Fifi, parce que c'est le premier que je regarde. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais été tentée. Non, c'est pas drôle, c'est lourd, toutes les blagues sont convenues, on les voit venir à 2 km, c'est bête. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est bête, réellement. Je te sens très inspirée. Plus d'inspiration du côté de Lily, peut-être? Alors moi, je dois avouer, j'ai vu les 2 babysitting. Ça va en surprendre certains, mais oui. Voilà. Et j'avais trouvé que le premier passait pas si mal proportionnellement par rapport à ce qu'ils ont fait après. Enfin, c'est de pire en pire, en fait. Et je veux dire quand même que c'est pas un problème d'idée. C'est pas l'idée de se dire on va faire une comédie sur quelqu'un qui a plus beaucoup de temps à vivre et on peut en rire et ça peut être bien fait. Parce que y a Adieu les cons qui sort bientôt et qui le fait très bien sur l'idée de voilà, il reste un temps limité, qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste? Et ça peut être drôle et ça peut être émouvant et on peut faire plein de choses. Mais là, juste, même cette idée, en fait, elle est éventée assez vite. On comprend quasiment tout de suite que ça va se retourner. Enfin, avant même de voir le film, j'étais sûre, je me suis dit, de toute façon, ils vont pas le faire mourir à la fin, c'est juste pas possible. Donc, ils vont trouver un truc. Et partant de là, après... ouais, ça se veut une espèce de révélation du gars qui va prendre confiance en lui et découvrir qu'il est pas si nul que ce qu'il croyait, mais même ça, on l'a vu arriver et tout, on le voit venir. Il y a aucune surprise et les gens riaient même pas. Enfin, tout est déjà vu quoi. Il y a des gens qui riaient, hein. J'étais étonnée. Hein. C'était timide, hein. Ou alors, je sais pas si c'est l'acoustique de la salle, mais moi j'entendais rigoloter, sous-rigoler derrière moi, mais j'ai pas entendu des gros éclats de la salle, quoi. Oui, mais c'était déjà bien trop. Mais après, j'ai presque envie de dire, en fait, on s'en fout réellement, même de l'évolution du personnage, de l'idée de parler du temps qui passe. Enfin, dans ce cadre-là, hein. Avec ces mecs-là, quand on sait qu'ils vont parler de ça, on sait que ça va être un twist juste pour trouver un pitch de départ. Et à la limite, j'ai presque envie de dire, je m'en fiche qu'on me propose pas de drame, de profondeur de sujet, à partir du moment où les gags peuvent marcher et qu'on est dans une comédie décomplexée. Chose que Lachaud peut potentiellement faire, lui, avec sa caméra. Je dis bien, au niveau des idées, c'est souvent très mal écrit, mais dans Alibi.com, comme dans Nicky Larson, il tentait plein de trucs. Boudali, il a pas ce talent-là, quoi. Donc du coup, c'est juste de la comédie policière déjà vue 36 000 fois et sans aucun éclat, quoi. Ellie. Il avait des punchlines, Ellie, il faut qu'il nous les sorte. Non, mais en plus elles sont méchantes mes punchlines. Non mais je peux en faire une, mais non franchement je sais pas, je préfère me taper tous les discours des politiciens au monde que revoir ce film. C'est d'une bêtise affligeante. Enfin, ça m'a déprimé. Au début il y a un épisode des Anges, ensuite il y a une pub Faritas de El Paso. Au milieu, il y a Sherlock Holmes qui rencontre le Mac avec José Garcia. Enfin, on est vraiment sur un gloubi-boulga de merde, et genre qui s'accumule et pour former l'étron suprême, quoi. Je pense que là,
Non mais enfin... non mais franchement je suis... En plus, il y a des blagues de caca dedans, donc moi j'ai cette image-là, tu vois. Tu te prends de la merde dans la gueule et puis finalement elle sort de l'écran, quoi. Ouais, mais dans le film, il y a aussi beaucoup de blagues de caca et c'est peut-être ça le problème. Mais non, mais en fait, enfin, je sais pas quoi dire. Enfin, ça me déprime de devoir parler de ce film parce que franchement, c'est triste on tire sur l'ambulance là. C'était évident que ça va pas être bien. Enfin, franchement, déjà l'ambulance, elle avait les pneus crevés. Et là, on lui fait rentrer un tank dedans, quoi. C'est... Et c'est dommage. En plus, il y avait un budget quand même pour ce film. Enfin, je sais pas combien il y a exactement, mais quand même, il a pu se payer un aller-retour à Las Vegas pour 2 scènes, quoi. C'est ce que j'appelle l'épisode des anges de la télé-réalité, quoi. C'est vraiment terrible. Hein. Non, et puis c'est super respectueux. On attaquait le mariage gay dans le film précédent. Là, cette fois-ci, c'est l'image de la femme et l'homme et le rapport homme-femme qui est vachement bien abordé. En plus, on aborde la culture mexicaine à un moment. Et je trouve que le respect de la culture mexicaine, les mariachis, les luchadores et les danseuses ventre à l'air, je trouve que c'est très très respectueux aussi. Oh, et la drogue bien sûr, évidemment. Donc, je trouve que non, c'est bon, ok, je peux pas sauver le film. Ok. Je peux pas sauver le film. Bon, après, c'est n'importe quoi. Et en fait, je crois que j'ai moins souffert à partir du moment où j'ai accepté que c'était n'importe quoi. À partir du moment où je dis, en fait, il s'en fout. Il fait n'importe quoi. Il n'y a pas de logique à tenir. C'est juste un enchaînement de situations. Et il veut faire des sketchs. Alors, il pousse comme il peut pour que ça rentre à peu près dans ce qu'il avait prévu. Mais en fait non, c'est n'importe quoi, faut lâcher l'affaire et c'est à ce moment là que ça passe mieux. Je conclurai juste en donnant un petit mot à la seule personne qui avait un semblant de carrière il y a quelques temps, puisqu'elle a même réalisé un film qui n'était pas si affreux. Et Rim Kérissi, t'as plus besoin de ces gens là en fait pour exister, donc pars-toi, quoi, parce que entre Brutus contre César et ça, non. Elle joue l'agent de Marianne Chazelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Elle joue celle qui lui dit tu vas devenir pute. Mais sauf que tu vois la show à sa place. Hein, tu vois pas Rim Kérissi, quoi. Tu sais que c'est lui qui lui écrit une blague. Fait mais si, ça va être drôle. Putain, ils font tout passer au forcing, quoi. Sinon, s'il y a un moment, il y a un gag avec une grand-mère prostituée. Alors, je vous laisse deviner qui c'est. J'ai même pas besoin de le dire. Tu t'incites les gens à voir le film là. Bon, c'est Chantal là-dessous, faut le savoir. S'il te plaît. Hein. Non, mais c'est même pas il y a même pas de truc. Alors, les pubs ont commencé pour le prochain film. On va pas insister plus que ça. C'est une merde. Les clés de bagnole. Voilà, donc 30 jours max, c'est pas très 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 bien du tout. Et maintenant, on va boire pour oublier avec Drunk. Jeg ved ikke, men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Jeg er en bil. Jeg skal bare have en dansk vand uden citrus. Uden citrus, ja tak. Ja. Hæft, det er godt det her. Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. On nous demande souvent notre secret. Comment faites-vous pour voir des comédies françaises ou américaines dès 9h du matin? Ouais, l'alcool. Non, précisons quand même que quand on dit comédie, on parle vraiment des mauvaises, parce qu'on voit d'excellentes comédies, surtout françaises aussi. Faut quand même le noter. Non, oui. En général, on en voit beaucoup des très mauvaises en ce moment, mais faut pas penser qu'on juge le cinéma français pour autant. Bien au contraire, n'oubliez pas que le cinéma français c'est merveilleux. On va peut-être arrêter de picoler un peu et parler films. C'est quoi le prochain? C'est Drunk. Il n'y a que nous deux qui arrivons à articuler, donc on n'a pas le choix. C'est ça. Alors on est toujours la même équipe que tout à l'heure. Hein. Nous sommes toujours avec Lily, du blog Lily. Et ouais, toujours là. Toujours là, elle tient encore debout. Et Léonore, évidemment. Et le taux d'alcoolémie, il a combien, Lily? Entre 0,5 et 1, on sait pas trop. Hein. Et Lily. Ouais, ça va. Voilà. Il a pris du film canois. C'est le genre de millésime qu'il apprécie particulièrement. Il en a même pris 2 fois, c'est vous dire. Drunk de Thomas Vinterberg. Oh oui, la communauté de la chasse. Festen, bien sûr. Kursk aussi, paraît-il. Ouais, il faut bien faire des écarts de conduite de temps à autre. Avec Mads Mikkelsen. C'est l'histoire de 4 profs de lycée, dont Mads Mikkelsen, donc, qui joue un de ses profs, et qui vont appliquer les théories d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme est en déficit d'alcool et en gros, pour être performant, il faut qu'il soit à peu près à 0,5 g d'alcool, voilà à peu près. D'ailleurs, on peut le voir, les grands hommes comme Churchill ou les grands écrivains comme Hemingway étaient peintés complètement torchés, donc ça passe. On pense tous à Boris Helsin aussi.
Gérard Depardieu. Oui, voilà, les grands hommes, on y pense tous. Donc effectivement, donc ils appliquent la psychologie profonde. Et donc, ils décident de mettre en place un protocole très strict, très scientifique, où ils vont mesurer leur alcoolémie tout au long de la journée et voir si ça marche. Mettre en pratique les grands préceptes. Du coup, ils ont plutôt l'alcool joyeux ou l'alcool mauvais, nos amis? Un peu des deux, me dit Thierry. Bah oui, un peu des deux, parce que forcément, ça va nous montrer cette petite étude que vont lancer ces 4 amis qui ont bien besoin de se lâcher. C'est surtout ça qu'on remarque en fait, c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui est assez sérieux, qui commence à vouloir taper son texte et à vouloir justement analyser réellement et discuter avec eux, de dire voilà, on va commencer par boire, on va faire ça, on va passer notre première journée, comment ça se passe. Et on voit les 4 points de vue de ces 4 profs qui sont bien dans leur vie, ça fait longtemps qu'ils sont aussi pas mal empathie. Il y en a un qui est tout seul depuis trop longtemps. On a un avec qui ça va pas très bien avec son épouse, il y en a un qui s'emmerde, qui n'aime pas spécialement son taf, et au final il voit ça, il y en a un qui prend ça très sérieusement et les autres qui prennent ça comme c'est aussi l'occasion de lâcher prise. Et donc du coup on va voir surtout le lâcher prise tout du long, l'analyse on va la laisser tomber assez rapidement, même s'ils essayent de temps en temps d'écrire 3-4 phrases, mais ils restent sur des variantes très génériques, on voit pas non plus des gars qui sont en train de te pondre une thèse. Ça va te montrer les dérives joyeuses de l'alcool, puisqu'au début t'es un peu pété, forcément c'est marrant. Et puis après, ça va te montrer que t'aimes bien quand t'es pété, donc du coup, tu vas un peu plus loin. Donc ça te montre aussi la dérive assez négative. Et on a un drame humain qui se plonge en plein milieu du truc pour te rappeler que picoler, c'est sympa, entre copains de temps en temps, picoler tout le temps et tout seul, c'est pas fou. Voilà, ça c'était pour répondre juste à ta question. Maintenant, si on doit parler du film, je commencerai en disant qu'il était absolument excellent et que c'est génial de voir ça. Éléonore? Oui, alors j'ai bien aimé vraiment ce film. C'est un film qui est très complexe, mais comme souvent avec Winterberg. Déjà, je voudrais dire qu'il a une manière toujours très intelligente de filmer les effets de groupe, que ce soit dans ce que ça a de plus néfaste et dans ce que ça a de plus galvanisant. Et là, très clairement, c'est Mads Mikkelsen qui est pas bien dans sa vie, qui est dépressif, on peut le dire, enfin, je pense. Oui, il va pas très très bien. Et qui entraîne tous ses copains dans une quête qui est quand même un petit peu risquée, on va dire, cette espèce d'histoire. Enfin, Se pinter toute la journée à l'école, c'est pas super quoi. On le conseille pas d'ailleurs. Ne faites pas ça chez vous, surtout pas. Enfin, c'est joyeux au début, on a dit. Oui, mais on sait comment ça se passe. C'est un film qui ressemble un peu à une soirée alcoolisée. Au début, c'est calme, on se fait un peu chier, puis on commence à boire un peu, puis on se détend, on est cool, et puis on boit un peu plus, et puis il arrive un moment où on a pris le verre de trop, et on n'est pas bien le lendemain. Et on se dit, plus jamais. Et puis la soirée d'après, on recommence. Bon, bref. Pour dire un petit truc négatif, mais il m'a peut-être juste manqué un petit peu dans la mise en scène ce côté vraiment galvanisant de l'alcool. On l'a pas vraiment, pas complètement. Si, moi j'ai pas. Il y a des moments qui étaient. Enfin, c'était pas si fou que ça, c'était drôle. C'était un peu potage par moment, mais c'était jamais complètement fou. Justement, alors là, j'ai un truc entre Thierry qui me dit qu'à un moment c'est très grave, ça condamne l'alcool. Toi, tu me dis que tu vois pas le côté galvanisant. Moi, moi, au contraire, j'ai vu un film sur le côté galvanisant de l'alcool, sur le côté, alors peut-être pas galvanisant, mais sur le côté joyeux de l'alcool, plus, sur une célébration presque de l'alcool, en disant, alors attention, c'est pas toujours cool, mais quand même à la fin, on fait la fête avec de l'alcool, quoi. Non? Lily, t'es pas d'accord avec moi? Bah oui et non. En fait, moi, j'y vois surtout un film sur la société danoise. Et alors, c'est un peu ma marotte parce que moi, je suis un peu fascinée. Danoise? Non, mais là, Yeah, ikke dansk. Voilà. Je suis un peu fascinée par le Danemark en général, par cette culture-là. Et je trouve que c'est le film de Winterberg, parmi ceux que j'ai vus, qui parle le plus de la société danoise. Et pas seulement parce qu'on chante des chants à la gloire du Danemark, etc. Parce que le Danemark, c'est à la fois un des pays qui arrive tout le temps en tête des classements où les gens sont les plus heureux, les pays où il fait le mieux vivre, quoi. Enfin, on est bien. Il y a le hygge, ce concept super à la mode avec le plaid, le thé, les bougies, voilà, c'est hyper réputé. Et en même temps, Instagram, voilà. Et en même temps, c'est un des pays où il y a le plus fort taux de suicide et où il y a une grosse pression sociale. Ils ont tout un héritage. Vraiment, il parle de Kierkegaard dans le film, mais enfin, c'est tout un héritage aussi religieux, plombant, austère, etc. Et là, c'est complètement ça, c'est-à-dire que c'est le croisement entre toutes les attentes, la pression, etc. et tout l'aspect positif, et ça se traduit par ça se traduit par la crise de ces types qui sont en milieu de vie et qui n'ont pas réussi autant que ce qu'ils attendaient par rapport à ce que la société attendait d'eux. Enfin, le personnage de Mads Mikkelsen, c'est ça, littéralement.
Et c'est ambivalent en fait, à la fois il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont pas dans leur vie, et l'alcool c'est pareil, le traitement il est très nuancé pour moi et très ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois on voit que ça désinhibe, ça donne confiance, il parle beaucoup de confiance, ça fait perdre à la fois en contrôle mais aussi en lucidité, et du coup ça peut aller trop loin, enfin forcément quoi. En fait, c'est vrai que le film, alors c'est ce que vous disiez, ça passe par créneaux. Et c'est vrai que le moment où on se rend compte que les créneaux vont être abordés, qu'on sort de l'étude, justement, c'est quand le personnage de Mads Mikkelsen dit ok, d'accord, on continue, mais on a compris ce que ça faisait, 0,5 grammes à longueur de journée, ok, c'est cool. Maintenant, on passe à 1 gramme. Et à partir de là, tu te dis, ok, ça va forcément aller crescendo, et jusqu'où? Et là, tu te dis qu'il y a forcément un moment où ça va être moins joyeux. Et ça, c'est illustré de deux manières. Il y a une double soirée où les gars décident de tester le blackout. Et il y a une première soirée où, bon, certes, quand ils se réveillent, c'est la déchéance, mais c'est la déchéance au final joyeuse. Les mecs sont allés super loin, ouais, tu te fous une caisse comme pas possible. Et quand les OS mettent des caisses, les mecs sont à poil dans des bars, s'éclatent, ils montent, ils font n'importe quoi. Et à la fois, il y a une euphorie de groupe, il y a des gens qui leur disent d'arrêter, mais qui sont quand même fous de se dire, putain, c'est quoi, c'est qu'un cas qui font ça. Et on revoit plus ou moins la même chose dans une scène suivante qui est beaucoup plus courte, où là par contre c'est beaucoup plus sombre, c'est très bref, on nous dit voilà, tu vois, en gros ça ressemble aussi à ça quoi. Et c'est moins joyeux. Et c'est là-dessus que le film passe son temps à jouer. Et en fait moi ce que je te disais du coup en amorce, et après je vais laisser la parole à Ellie, c'est que c'est vrai que ça parle de la désinhibition par l'alcool, et en fait c'est plus un rappel je trouve à ces personnes qui ont oublié de vivre en fait, qui se sont enfoncées dans des trucs, et on le voit surtout avec le personnage de Mikkelsen et le personnage du prof de sport, et dans ses discussions avec sa femme où elle a dit mais tout le monde picole dans ce pays, c'est pas ça le problème en fait, le problème c'est que les gens picolent mal, qu'on sait pas ce que ça apporte, et le gars tout à coup se rend compte qu'il peut se désinhiber, qu'il peut se lâcher, et au lieu de se dire que ça doit être un mode de vie, il pense que c'est un mode de vie qu'il doit atteindre par ça. Voilà, et donc du coup le film pour moi c'est ce que je disais, c'est ce qu'on voit dans une dernière scène qui est un énorme climax où il y a énormément d'éclates, mais avec, même si on les voit boire, c'est moins à l'outrance que ce qu'on a vu avant, en tout cas c'est moins centré sur le fait qu'ils picolent. Et je trouve que du coup, voilà, moi ce que je disais, le film je trouve que c'est une ode au lâcher prise, mais sans condamner en fait, ça te dit que la manière doit être modérée et que tu dois savoir le faire, que t'éclater avec tes potes c'est chouette, mais qu'il faut savoir que c'est toi en réalité qui t'éclate, c'est pas l'alcool qui fait que tu t'éclates. C'est trouve-toi toi-même. Et une fois que tu t'es trouvé toi-même grâce à ça, t'en as plus tant besoin que ça. Mais amuse-toi quand même avec. Je serais nuancé sur l'interprétation de la dernière scène. Vous voyez l'affiche du film où Mads Mikkelsen boit à la bouteille ? Voilà, c'est ça la dernière scène du film. Voilà. Mais voyez le film et interprétez-la vous-même. Ellie ? Bah moi, je viens de finir de décuver là, du coup, pendant tout ce temps. Non, bah moi, c'est la deuxième fois que je vois le film. Je l'avais déjà vu au début de la semaine en Projo Presse, et je l'ai beaucoup aimé les deux fois. Je trouve que c'est un film très intelligent justement sur comment représenter la dépression, l'alcoolisme et le rapport que l'homme entretient en fait avec la boisson de manière générale. Et je suis d'accord avec Thierry, en fait pour moi c'est vraiment une célébration de la vie, le film de manière générale. C'est un espèce de une piqûre de rappel à ces mecs-là, de se dire allez-y, enfin il y a un moment, faut savoir se reprendre en main et s'amuser dans la vie. Mais ce que le film montre aussi, c'est qu'il y a une dérive individualiste qui parle là-dedans, avec justement ça devient plus que bénéfique, en fait ça devient vraiment une dépendance, et ces gens s'enferment mentalement dans un carcan qui les détruit petit à petit sans qu'ils s'en rendent compte, et ils oublient les proches et le monde qui les entoure. Et c'est ce que la deuxième partie du film montre plutôt bien avec la relation familiale du personnage de Mads Mikkelsen, où quand même, et de ses potes aussi, mais genre il y a quand même Winterberg, il nous fait un film donc qui, bon, je suis d'accord avec Léonore, c'est que la mise en scène n'est pas très très folle, mais je trouve qu'elle arrive quand même à créer petit à petit, en fait, genre elle évolue bien avec l'état d'alcoolémie des personnages. En fait, je trouve qu'au début on est vraiment sur quelque chose de très sobre. Enfin déjà tout est filmé en mode documentaire réaliste, de manière générale, on est vraiment caméra épaule, très proche des personnages, enfin ça suit vraiment très proche, de manière très proche tout ce qu'on va vivre. Et au début ça reste assez sobre, la caméra bouge assez peu, on est vraiment sur des personnages, et plus ils vont boire, plus il va y avoir des mouvements assez brusques ou un montage accéléré, le flou qui se travaille, voilà exactement, c'est... Du coup, c'est peut-être pas documentaire réaliste que j'aurais choisi moi pour interpréter ça. On est très immersif, on est derrière le personnage, voilà, et quand il voit flou, le point se fait aussi. On voit le point aussi qui commence à avoir du mal aussi dans les soirées. C'est ça, voilà. Il essaie vraiment de dresser une sorte de constat en fait de ce qui se passe. Il juge jamais vraiment ses personnages. Au final, ça qui est intéressant, c'est qu'il va montrer simplement, comment ils sont, ce qu'ils vont essayer de faire pour sortir de leur situation qui leur déplaît, et les conséquences que ça va avoir, à la fois positives comme négatives. Et c'est ça que je trouve assez beau, c'est que ça joue vraiment sur une frontière qui est très très fine, où justement ils pourraient virer on s'en bat les couilles, buvez comme des trous et la vie c'est génial, ou justement l'alcool c'est très mal, attention, ne buvez pas du tout. Et je trouve que justement il arrive très bien à s'en sortir, parce que à travers cette exploration
de cette dérive, enfin de cette consommation excessive, cette espèce de quête de la pinte ultime, de la cuite ultime, la cuite enchantée de Mozart limite là, vraiment on atteint vraiment une autre dimension quoi dans l'ébriété. Il arrive justement à évoquer des choses très belles comme l'alcool qui rapproche les gens et qui crée de la transmission sociale. Il y a tout le rapport du prof de sport avec les enfants. Il y a toute cette séquence finale qui au final évoque ça aussi, le rapport prof-élève à travers l'alcool qui a permis à ces profs de comprendre mieux les jeunes, leurs besoins, leurs attentes et de se comprendre eux-mêmes. Enfin, je trouve qu'il arrive vraiment à toucher à quelque chose de très juste dans ce rapport-là, tout en gardant un aspect dramatique qu'il arrive à insuffler en un seul plan à un moment, quand Mikkelsen marche en titubant et que son fils le voit en fait, et que le plan dure genre 15 secondes sur lui et qu'il n'y a plus aucun son d'un coup, et là on se rend compte de la gravité de ce qui se passe, et c'est très, très beau et très fort, et je trouve qu'il y a un basculement dramatique qui est très efficace, et c'est tout ce qui fait pour moi la force de ce film. C'est vraiment comment il arrive à jongler entre deux dimensions qui ont tout pour se casser la gueule mais qui tiennent parfaitement, et Mads Mikkelsen au milieu de tout ça il flotte, il est parfait, et il danse même. Et il danse à la fin, enfin il fait le meilleur show du monde, enfin franchement c'est peut-être une des meilleures conclusions de film de l'année que j'ai vu personnellement, et voilà, et je trouve que c'est un très grand film. On est vraiment sur comme tu disais, le millésime de 2020 là, peut-être on y est quoi, c'est très beau. Oui, Léonore? Non, mais pardon, je n'ai rien dit. On discutait, c'est un petit aparté, on disait qu'il dansait très bien et que la dernière scène était vraiment parfaite, bon, sauf la bande-son qui est... moi, j'ai pas trop aimé. On n'est pas d'accord sur la bande-son, et c'était un très bon danseur. Merveilleux danseur. Tanconi, oui, beaucoup de finesse, de subtilité. Même il y a des non-dits, il y a des hors-champs qu'on comprend, et qui laissent même penser à des choses, mais on n'a pas besoin d'en savoir plus. On comprend l'intention et on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous explique. Alors là, il a fait une blague sur son zizi. C'est pas bien de faire des références à ça, Thomas. Non, parce que ça dit la même vanne quand même. Ouais, alors parce qu'il y a eu ça, mais moi sur d'autres mauvais films la semaine dernière, je l'ai eu cette surexplication. Donc c'est pour ça. On a eu la semaine dernière, oui. En fait, je rejoins Alice aussi sur la subtilité du film dans le rapport aux élèves et dans le rapport aux jeunes. Et ce qui est très très bien. Alors de toute façon, je m'attendais pas du tout à ce que ça parte là-dedans, mais c'est vrai qu'on se dit toujours que ça peut aussi montrer éventuellement des comportements déviants qui vont dériver par rapport justement à ces gars qui tout à coup vont se mettre à picoler, vont regarder leurs élèves, vont se dire tiens, c'est nos élèves. Et j'ai trouvé ça très chouette que ça reste des gars qui restent à leur place de prof par rapport aux gamins, et que justement on nous montre à un moment un des gamins qui tient la main du prof de sport, et c'est super touchant, et on pense à rien d'autre, on pense juste au rapprochement et au lien qui est en train de se créer. Et c'est là aussi qu'on voit la subtilité de la caméra de Winterberg qui pourrait dévier un petit peu, qui pourrait te faire croire qu'il y a autre chose, et ça aurait rajouté de la vulgarité qui là n'est jamais là. Et voilà, c'est pour ça que oui, le propos est quand même bien respecté. Et dans les non-dits, moi ça me faisait penser un petit peu, je trouve, à une réflexion qui avait été intéressante quand on avait interrogé Scorsese sur The Irishman, et qu'on lui avait dit que ses personnages féminins étaient dégueulasses et ci et ça, et que lui avait dit mais le personnage principal c'est la fille de De Niro en fait, qui passe juste son temps à observer cette déchéance mais ne peut pas intervenir parce que sinon tout s'arrête. Et justement je trouve que les femmes dans ce film, donc les deux personnages féminins qu'on voit principalement, qui sont deux épouses des personnages principaux, et justement ce sont les observatrices de cette déchéance qui choisissent de l'engranger ou d'en partir en fait, et c'est leur regard et leurs actions qui vont au final déterminer les tenants dramatiques du récit, et je trouve ça assez intéressant de les avoir écrits comme ça en fait. Les prises de conscience. Revenir sur les persos féminins, parce que t'as un peu pris mon créneau, c'est juste que par contre, quand même, pardon, excuse-moi. Voilà. Non mais j'allais revenir, en fait on m'a coupé, on m'a pris le micro et on est passé à quelqu'un d'autre. Non mais c'est vrai en plus. Merci, c'était l'intervention de Léonore. Merci. Non, juste pour revenir dessus, c'est un peu... Enfin, je comprends le parti pris, et c'est vrai qu'en général on associe plus l'alcool avec la masculinité, mais je trouvais ça du coup un peu dommage que ce soit forcément 4 mecs, même si je comprends du coup le propos du film et que ce soit peut-être plus pertinent comme ça, et que les femmes soient forcément garantes du foyer, et que ce soit pas plus montré que ça, parce qu'il y a toute la charge mentale qui est derrière et qui est juste vaguement évoquée, quoi, on va dire, alors que c'est... C'est très danois en fait, c'est-à-dire que dans la société danoise, c'est genre la femme est considérée comme un peu parfaite, elle sait tout faire, elle est à la fois épouse accomplie, elle travaille, etc. Mais en même temps, ils sont vachement en avance, c'est-à-dire que c'est les hommes qui ont un complexe et qui se sentent... Enfin, ça m'étonne pas que ce soit des hommes qui soient en crise, etc. Parce que dans les films danois, c'est toujours les mecs qui vont mal et qui savent pas où ils en sont et qui se posent des questions sur leur place dans la vie, et les femmes qui savent et qui sont sûres d'elles et qui sont fortes, en fait. C'est vraiment l'image... traditionnelle, donc c'est pas, enfin en tout cas c'est pas étonnant pour un film danois. Après ça aurait pu peut-être être intéressant de changer. Après c'est vrai que le fait de... Oui.
ça aurait pu être appuyé justement. Si tu dis que c'est quelque chose qui est fait de la société, ça peut être intéressant du coup de l'indiquer dans le film quelque part, alors que là c'est pas du tout... Non, après je disais que là c'est plus c'est de la picole entre potes, j'ai envie de dire. Alors c'est pas que non mais bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que c'est l'intimité de ces mecs-là parce qu'ils sont entre mecs, tout comme les filles pourraient boire entre elles, faire des trucs. Et c'est vrai que ça ne montre qu'un côté de l'alcoolisme masculin, et que il y a aussi, l'alcoolisme est présent aussi chez les femmes. C'est pas un truc qui concerne une seule partie de la population. Mais pour moi, en plus, ça, c'est évidemment pas développé parce que c'est pas le sujet du film et que ça aurait peut-être rajouté beaucoup d'éléments à mettre dans la diégèse. Mais c'est quand même, je trouve, et tu vas me dire ce que t'en penses, Éléonore, j'ai l'impression qu'à un moment, c'est légèrement dénoncé quand justement Mads Mikkelsen a une discussion avec son épouse et qu'elle lui dit ouvertement: ouais, pourquoi est-ce que tu t'éclates pas avec moi en fait ? Qu'est-ce qui fait que moi je suis exclu de ça ? Et justement, je trouve qu'en fait, ça accuse aussi l'entre-soi. Et bon, c'est une façon de parler que de toute manière, il faut arrêter de boire tout seul ou juste avec tes potes et fais plutôt des fêtes galvanisantes avec plein de monde. Mais il y a justement cette épouse qui lui dit: attends, on est censé former un duo, on est censé être ensemble et je suis censé vivre ces choses-là avec toi. Et pourquoi est-ce que tu m'exclus ? Est-ce que c'est parce que je suis une femme ? Est-ce que c'est parce que tes potes, ça ne m'inclut pas ? Je trouve que voilà, il y a un petit taquet qui n'est évidemment pas forcément trop développé, mais sur l'entre-soi et potentiellement ça en fait. Après, libre d'interprétation, j'imagine. Oui, c'est vrai. Non, je suis assez d'accord. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire par cette phrase, mais c'est une phrase, quoi, du coup. Oui, bien sûr. Non, c'est pour ça, Après, je suis d'accord avec l'idée que c'est pas forcément le propos principal du film, et c'est juste pour ajouter petite nuance à ce film qui est, ceci dit, très bon. Bien, merci, chers amis. Qui paye sa tournée ? C'est ça, c'est exactement ça. Alors, Lily, merci d'être venue. 2 questions, parce que je ne sais pas si on te verra mercredi, donc on a une petite tradition, on a des recos. S'il y a un truc en ce moment qui te plaît, dont tu as envie de parler, ça peut être un bouquin même, hein, ça peut être ce que tu veux, donc une reco, si tu en as une qui te vient en tête. Non, ça va être un film quand même. Je crois que vous en avez pas parlé, il est sorti le 7 octobre. J'avais envie de parler de Maternal de Maura Del Pero, qui est un film italo-argentin qui se passe dans un foyer pour mères célibataires avec leurs enfants, qui est tenu par des religieuses. Et on suit à partir du moment où arrive une jeune religieuse qui doit finir son apprentissage, en gros, avant de prononcer ses vœux. Et elle se lie en particulier avec 2 jeunes femmes et leurs enfants. C'est très beau, c'est presque documentaire. Et en même temps, il y a quelque chose de très virginal, très pur dans l'image. Et c'est un film qui interroge l'instinct maternel, comment il surgit ou ne surgit pas. Et aussi, ça parle de sororité. Donc voilà, forcément, ça m'a plu. Merci Lily. Où peut-on te retrouver après l'émission ? Mais je l'ai dit, le blog Lily. C'est ça, sur le blog. Et puis il y a le Movie Challenge qui continue avec 40 catégories où il faut voir un film par catégorie jusqu'à la fin de l'année. Il est encore temps. Ma foi, sacré challenge. Les liens en description. C'est le dernier film de la journée pour nous. On en reverra mercredi. Enfin, on en reverra demain, je pense. Enfin, bref, allons picoler. Exactement. Voilà, pour fêter ça. Иначе не было. Баснак шляфом шишина нет. Подозреваемое лицо. Документті деланы прокуратураға өткіз. Ана камерадағы педофилді сотқа жеткізбейсің. Понял. Не доедет. Бекзат? Репортеры телеканала меня отправили к вам, чтобы я сопровождал вас при расследовании. Приятно познакомиться. Oh putain, ma tête. Ah, après cette sacrée soirée, cette sacrée murge, Ellie nous a proposé un western. Alors moi j'ai cru qu'il nous amenait voir Calamity, mais comme on l'avait déjà vu, on en avait déjà parlé dans les épisodes d'Oville, j'ai pas trop compris. Il nous a amené voir un film kazakh, le salaud. T'es content ? Oui, très. Tu m'étonnes. A Dark Man d'Adilkan Yerzanov. Un mélange entre un film noir et un western, on peut dire ça comme ça, sur fond de corruption dans la police. Une affaire bien sombre. On va suivre les aventures les mésaventures plutôt de Begzat, qui est policier, qui est chargé de falsifier un meurtre et de s'occuper du silence du bouc émissaire. Mais une journaliste arrive de la ville et va se mettre dans ses pattes et compliquer l'affaire. Avec moi toujours Thierry, Éléonore et le fameux Ellie. Alors,
Bah moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Darkman, c'est donc comme tu disais, c'est un côté un peu film noir dans cette espèce de steppe kazakh très vaste où il y a presque rien à part juste des maisons qui symbolisent des institutions, enfin, des vieilles bicoques où il y a dedans un commissariat de police, un tribunal et l'intérieur ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait attendre de ces lieux-là. Enfin, le tribunal qui ressemble plutôt à une beuverie entre deux potes plutôt qu'à un lieu où on va rendre la justice. Et je trouve ça très intéressant, ça défonce un peu l'idée une société qui serait presque totalitaire en fait, où la police est complètement gouvernée par l'État, avec un État qui du coup masque ses crimes en désignant des coupables à l'arrache comme ça, pour sauver la mise. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant avec donc ce personnage du flic qui est un rouage en fait de ce système. Il l'entretient en permanence, et quand il va être confronté à la journaliste, du coup il va commencer à voir les limites de tout ça et à se remettre en question lui aussi, ce qui lance presque une sorte de Taxi Driver bis en fait, genre avec le personnage qui va se mettre en quête de sauver la société de lui-même. Ça devient une sorte de vigilante movie pendant toute une partie, et ce qui est ce qui m'a beaucoup plu notamment, c'est tout l'aspect contemplatif en fait, vraiment qu'on prenne le temps de poser le contexte du Kazakhstan comme ça, de cette terre où on s'ennuie, il n'y a rien à faire, et que du coup le but c'est juste de tuer le temps comme on peut, on expédie les crimes, on va essayer de tout résoudre comme on peut. Il y a un dialogue très marrant au début où le commissaire dit on a résolu le crime en 2 heures, non ça va pas, faut que ça dure 3 jours. Enfin, voilà, il y a tout un rapport au temps qui est assez intéressant, on essaie vraiment de l'étirer au maximum, il y a beaucoup de plans séquences, il y a vraiment toute une atmosphère qui se crée autour de Begzat et de ces déambulations dans ces grands décors. Et les cadres sont très très précis justement pour nous montrer l'isolement, la gestion de l'espace, comment est-ce que lui il se retrouve dans cette société, dans ce mécanisme, et par rapport à la journaliste qui du coup symbolise l'extérieur et une société plus saine on va dire. Et voilà, le film arrive vraiment à bien jongler là-dessus, à rester à la fois très, très passionnant par son intrigue et très cinglant dans sa critique, mais aussi avec un vrai élan de poésie même, je trouve parfois, grâce aux personnages qu'on veut incriminer pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Un lit qu'on n'arrête plus sur le film, et c'est vrai. Ouais, tu étais bien dedans, je le sens bien. Thierry, est-ce que tu as aussi enjoué que Kelly ? Il n'y a plus grand chose à dire du coup. Non mais en fait c'est assez intéressant quand tu cites Taxi Driver. Moi ça m'a fait penser, c'est ce que je te disais à la fin de la séance, à Bittersweet Life, sur ce côté cette espèce de mec qui est enfermé dans une situation où il en est totalement complice, et puis on finit par lui demander le truc de trop, et là il se dit ouais bon il y a quand même un gros souci et je peux plus accepter ça, et du coup bon voilà, chez Kim Ji-woon il remonte toutes les pistes mafieuses par niveau pour tous les éclater les uns après les autres. Au final c'est un peu foutu comme ça, il remonte les strates de corruption pour justement les déjouer, et il y a ce côté malgré tout ce qu'il va se prendre dans la gueule, il va être totalement increvable jusqu'à ce qu'il ait terminé sa mission, et ça je trouve ça assez intéressant parce que le mec morfle quand même pas mal à un moment, plus ça avance plus il s'en prend plein la gueule, et il arrive quand même à se relever quoi. Et on se dit de toute façon il ira jusqu'au bout quel que soit son état, et ça aussi ça fait penser à Taxi Driver en soi. Moi j'aime bien l'aspect assez cynique mais très froid quand même dans la manière dont c'est démontré. On a par exemple un passage où il parle une équipe scientifique, enfin pas une équipe scientifique mais en tout cas c'est quoi, c'est des pompiers, c'est des gars qui sont venus chercher un corps, et le gars il le regarde, il fait non mais que ce soit bien clair, ce sera lui quoi, donc vous vous démerdez, mais ouais, il est légitime. Voilà ouais, donc vous allez falsifier le truc, voilà, vous vous démerdez, le gars il fait ok bon ce sera lui hein. Et il y a un côté, c'est très marrant dans la manière dont c'est décrit, mais c'est pas montré de manière ludique, ultra comme on pourrait voir quand tu vois les strates de corruption dans un film américain où limite on va te montrer que c'est fun parce que les gars ont du pouvoir. Là on te montre quand même ça de manière très froide en te disant c'est peut-être marrant mais c'est pas très bien quand même hein. Voilà. Et ouais, il y a toujours cette espèce d'entre-deux où à la fois tu rigoles parce que oui les situations sont quand même assez absurdes dans le fond de l'écriture, mais elles dénoncent des choses qui m'ont l'air en tout cas assez réelles quoi. Et qui sont au final pas présentes qu'au Kazakhstan, qui sont présentes partout, mais qui là justement dans cette espèce d'univers froid totalement épuré, y a que ça quoi, on voit que ça, puisque de toute façon ils ne vivent que ça. C'est assez particulier. Éléonore.
Alors moi je voudrais revenir sur un des aspects du film qui m'a beaucoup marqué, c'est le travail sur la couleur qui est très intéressant. Déjà il y a tous les hommes qui sont dans ce système de rouage sont pratiquement tous toujours en noir. Ils sont des espèces de formes difformes, ils se tiennent pas droit, ils sont mollassons, enfin c'est pas terrible. Et tout d'un coup t'as ce personnage féminin qui arrive avec son trench beige, avec tout ce qu'il y a derrière le trench beige, on le fait tout le principe d'enquêteur qui est très droite, qui se tient très bien. Donc il y a ce contraste de couleur entre forcément le noir et le blanc. Et dans tout ça, il y a ce personnage qui apporte un petit peu la touche d'humour et de poésie, le personnage du bouc émissaire qui est un peu attardé, on va dire, mais qui est aussi très artiste. Il peint beaucoup avec plein de couleurs et c'est un petit peu tout ce combat entre finalement le bien, le mal, entre guillemets, on va dire, la corruption et la justice pour essayer de garder ce... Qu'est-ce que c'était que ce truc? Une trottinette qui grince dans le couloir. Pour essayer un petit peu de protéger ou au contraire de tuer cette vie représentée par ce peintre et ses couleurs. Et je trouve ça très beau. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la scène finale, on ne va pas forcément trop spoiler, mais la journaliste se retrouve avec un trench beaucoup plus foncé parce qu'elle a vécu une scène traumatique et qu'elle a un petit peu perdu son idéalisation. Alors qu'au contraire, le flic, lui, a enlevé son parka noir et se retrouve avec un pull gris clair, on va dire, et c'est hyper intéressant et c'est vraiment, enfin, formellement le film est parfait. Et comme moi aussi j'ai trouvé qu'il ressemblait un petit peu à un film pour continuer après Taxi Driver, A Bittersweet Life, c'est ça. Je trouvais qu'il y avait vraiment une vibe très drive dans ce côté héros avec sa voiture silencieux, taciturne, et la bande son est hyper intéressante. Elle est très électro, très douce comme dans Drive, et du coup il y a vraiment cette vibe aussi du coup de héros solitaire qui suit sa quête. Donc c'est vraiment un film à découvrir. Il passait à l'Étrange Festival, il a eu beaucoup de bons retours, j'étais très déçue de le rater, donc là j'étais vraiment contente de le voir, c'était parfait. Oui, la synth pop de Moldan Azar, voilà. Il y a très peu de morceaux, mais c'est vrai que du coup ils sont marquants. Juste par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a aussi une dualité par rapport à ce personnage du bouc émissaire qui a l'air assez attardé, qui n'a pas l'air de tant réaliser ce qui lui arrive, même si à un moment où il a quand même une prise de conscience et il accepte plus ou moins son sort. Mais c'est l'innocence quoi. Justement. Mais en fait, c'est ça. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a quand même l'impression justement qu'il n'y a pas de corruption dans ce personnage parce qu'il ne comprend pas tout ce qui l'entoure et que le film est un petit peu en train de nous dire que l'homme par essence a des capacités et ses capacités de réflexion va forcément se tourner vers la malhonnêteté, le désir malsain et les magouilles, là où justement quelqu'un de pur et innocent restera pur et innocent quoi. Je sais pas, même pas, parce que c'est juste qu'il est simple, parce que il négocie quand même un truc au départ. Enfin, tu sens qu'il sait pas ce qu'il négocie. Voilà, il s'est fait complètement embobiner, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a le travail sur les couleurs, mais en fait il y a de la symbolique sur quasiment tous les plans. Ne serait-ce que l'introduction avec justement ce personnage simple qui joue dans les champs et une frontière avec ce monde corrompu qui est à l'image, elle est claire à l'image, le système de la justice, cette corruption, mais en fait la voiture du héros qui symbolise tout ça au fur et à mesure du film, qui symbolise un peu ce qui se passe. Ils ont pas carglass. Ils ont pas. Alors oui, voilà. Justement, il y a toute une symbolique. Il y a une symbolique dans cette voiture de flic qui démarre pas et dans justement ce pare-brise, pas le pare-choc, le pare-brise. Et il y a une symbolique aussi dans ce pare-brise qui se fissure au fur et à mesure. Donc oui, ça parle énormément. On a des très très beaux plans. Moi, ça m'a rappelé La femme des steppes, le flic et l'œuf, parce que alors c'est en Mongolie, c'est pas loin. Climatiquement, c'est pas loin. On est dans ces ambiances-là. Alors évidemment, il n'y a pas une histoire de corruption dans le film que je viens de citer, mais dans les esthétiques, on s'en rapproche. Même si ici, je trouve qu'on regarde moins les paysages, il y a peut-être une histoire ici par rapport à l'autre, où elle est plus active, on va dire. Et donc, on est plus dans une dynamique. Et je m'attendais à un truc contemplatif, justement, et j'étais surpris de la manière dont ça avançait bien et dont ça roulait très bien, effectivement. On a les influences du film noir, on l'a senti. Avec ce flic justement qui bouge dans ce milieu corrompu et cette corruption omniprésente. En fait, on voit les mecs au début qui font ça pour du pognon, mais en fait on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça et que c'est tellement imbriqué que c'est plus la pression, autre chose. Ils le font plus par survie que par vraiment appât du gain. C'est ça en fait, au début on pense juste que ils sont corrompus parce que c'est une manière de gagner leur vie. Mais d'ailleurs il y a un côté intéressant dans ce système là avec l'opposition avec la journaliste qui vient d'ailleurs en fait et qui du coup n'a pas forcément les codes
de ces modes de vie-là, et il lui dit clairement au début, le flic, tu peux pas tellement comprendre pourquoi on fait ça non plus. Quand tu vois, elle vient visiblement d'un milieu plus aisé, de la ville sûrement, on sait pas trop. Et alors que eux, c'est la campagne, il n'y a rien. Ils doivent juste se démerder pour gagner un peu de sous comme ils peuvent. Et s'ils peuvent le faire via des moyens illégaux, ils vont pas se gêner, quoi. C'est un peu l'idée. Et comme tu dis, après on découvre qu'il y a des strates ça monte de plus en plus haut jusqu'à la sphère politique de manière assez grave, quoi. Avec le monsieur sur les affiches notamment. Et quand on comprend tout ce qui est lié à lui, on fait ah merde. Ça prend vraiment de l'ampleur. Et encore une fois, c'est ce qui va en partie débloquer la situation pour le personnage. Et pour revenir sur la symbolique, c'est vrai qu'il y a les couleurs des vêtements, mais aussi même donc de la voiture, etc. Mais il y a aussi même les décors, tout simplement. Avec notamment toute la symbolique du blanc et de la neige qui finit par arriver pour symboliser l'innocence et cette lumière vers laquelle on doit tendre, alors que tout le reste du film est quand même très, très terne, très gris. Et même ce flic et cette journaliste qui, même sur le même plan, sont séparés. Ils sont pas d'ailleurs, ils sont sur la même image, mais ils sont pas sur le même plan. Oui, c'est très intéressant. Il y a un travail de l'image à tous les niveaux. Donc pour les amateurs de cinéma, voilà, et pas simplement de divertissement, c'est à voir. Clairement, c'est la bonne grosse surprise kazakh du mois. Après, c'est pas tant une surprise parce que le réal Adilkan Yerzanov, on le connaissait, il a déjà été à un certain regard et à la séance spéciale de Cannes plusieurs fois. Donc c'est pas un perdreau de l'année. Il s'était déjà fait remarquer. Voilà. Bien. Dark Darkman, on vous conseille. Je voudrais me livrer aux autorités. Je veux négocier. Quel genre de négociation? Je rendrai les 9 millions que j'ai volés en échange d'une réduction de peine. C'est important. Pourquoi c'est important à ce point? J'ai rencontré une femme. Agent spécial Hall, et voici l'agent spécial Nivens. Où est l'argent? On peut garder tout cet argent pour nous. On le fait. FBI, ouvrez la porte. Qu'est-ce qui se passe? Son vrai nom est Thomas Dolan. C'était un marine spécialisé en explosifs. Pour ne pas être accusé du meurtre de leurs collègues, ces agents me poursuivront et me lâcheront pas. Ma petite amie, elle avait rien à voir avec tout ça. Agent Evans, je vais vous retrouver. Alors, les films, c'est comme l'alcool. Attention au mélange. Et puis, on sait qu'on a pris celui de trop qu'une fois qu'on l'a vu. Une fois qu'on l'a pris. Un peu comme l'état constant de Liam Neeson pendant les promos, c'est ça? Peut-être. Là, je crois que... Ouais, et puis la gueule de bois, c'est pas au réveil que ça fait le plus mal, c'est dans la journée, quand on a le dégoût qui reste. Je crois que c'est l'effet que ça nous fait, ce film. Hein. C'est The Good Criminal. Je le dis à la française parce que le titre original, c'est Honest Thief. Je sais pas si c'est la semaine hospitalière, là, mais quand même, entre ça et 30 jours max, on a 2 ambulances chargées à bloc à fond sur l'autoroute et on essaie quand même de tirer dessus. Hein. Attends, non, mais nous on est super contents. Il y a un film avec Liam Neeson qui sort, on y va, évidemment. La dernière fois qu'on a vu un film avec Liam Neeson, c'était pas le truc, il y avait le décompte des morts dans la neige là et que c'était pas très bien. Ah oui, comment ça s'appelait déjà? Quoi? Cold Pursuit. Il y avait Cold en tout cas, c'est sûr. Je sais plus. Oui. Ça nous reviendra peut-être. Hein. Vous êtes sur les téléphones, vous le trouverez effectivement. Oh là, c'est vrai qu'il y avait ce film là. Oh là là. Liam Neeson. Alors, Sang froid en français, voilà, exactement. Alors, à côté de Liam Neeson, on a Kate Walsh, voilà, qui fait le rôle-fonction de la copine. On a Robert Patrick, on a Anthony Ramos, et on a surtout le gage de qualité, Jai Courtney, qui joue le méchant, mais que vous avez vu dans des chefs-d'œuvre comme Terminator Genesis, Suicide Squad ou Die Hard 5. Ce genre de moment où on le voyait tout le temps, où tu sens que sa carrière pourrait décoller dans des actionneurs et de ça, et puis maintenant, voilà, il fait les fonds de tiroir. Robert Patrick, c'est sympa parce que tu dis juste qu'il est là, mais un petit peu comme Kate Walsh, il fait les personnages fonction, tu sais, de celui, même s'ils se connaissaient pas, mais celui du meilleur ami qui meurt, ils ont peut-être juste oublié la blackface pour rentrer dans le cliché. Alors par contre, j'ai oublié un personnage important, le petit chien aussi, qui a plus de temps à l'écran que Robert Patrick. Bon, voilà. Donc le criminel bien, le gentil criminel. Donc c'est Liam Neeson, il est voleur de banque, mais c'est un gentil voleur de banque. Et il rencontre une fille, et comme il est amoureux, il veut s'installer avec elle, mais il veut être honnête. Et comme il veut être honnête, il veut rendre l'argent. Rends l'argent!
Enfin, pardon, réflexe. Et donc, il veut se rendre au FBI et rendre le pognon, faire une petite peine de prison parce qu'il a été coopératif et puis se ranger, quoi. Et donc, les mecs du FBI ils font ok, c'est bon. Le mec le croit pas, du coup, ils envoient 2 agents, dont le méchant. Et le méchant, il veut garder le pognon. Et du coup, il fait croire qu'en fait, c'est pas lui, puis il veut garder le pognon. Et puis, du coup, il y a toute une course-poursuite pour prouver qu'en fait, le gentil est gentil et que le méchant est méchant. Et voilà. C'est vrai que le mec, donc du coup, il a 9 millions qui sont dans des box. Il y a jamais touché une seule fois. Il te dit qu'il vit avec sa pension de l'armée, enfin, qu'il a eu quand il bossait à l'armée. Alors, il a quoi? Il a 55 ans ce personnage, donc ça doit bien faire facile 20-25 ans qu'il a plus été à l'armée. Juste il te dit que ça fait... Ah d'accord. Parce que, mais il n'a pas non plus des crédits illimités le gars, quoi. L'Amérique ça coûte cher pour vivre là-dedans. Il a jamais touché même pas $1 de ces trucs-là, tu vois. Donc même pas en mode bon, j'ai pris 10 000 balles parce que j'en avais besoin. Non, le mec il a vécu 9 ans plus tard de ses rentes de l'armée. Enfin, je trouve ça. C'est vraiment un gentil. Hein, c'est un super gentil. Et puis en plus, le mec il est Marines, il est ancien Marines parce qu'évidemment dans ce genre de film, il faut que le mec soit ancien Marines. Et il était des experts en explosifs, mais des mineurs. Donc il était gentil, il tuait pas des gens quand il était Marines. Donc c'est vraiment le super gentil. Et est-ce qu'on a à faire un film super gentil? Super gentil, non, mais super chiant, oui. Il a fait au moins une victime dans la salle, c'est Ellie. Bah, en vrai, j'ai vécu pire avec 30 jours max et quelques jours, hein, donc franchement, là à côté, c'était une promenade de santé, hein, si j'ose dire. Hein. Mais c'est juste, oui, c'est terriblement chiant et vain, il y a rien à en retirer. Enfin, j'ai eu plus de suspense et d'émotion en regardant un pigeon marcher pendant que tu faisais la présentation que pendant les 1h40 de film, quand même. Enfin, pour te dire à quel point j'étais en état de coma, quoi, enfin, dans le film. Non, mais c'est marrant, c'est que du coup, on parlait de Jai Courtney, quand même, le mec a le palmarès de jouer dans toutes les pires opus de franchise, en fait. C'est quand même pas mal, hein. Et même dans le Liam Neeson Universe. Enfin, voilà, et là, dans la franchise Liam Neeson Universe, il se tape ça, quoi. C'est ce que j'allais dire, dans le fameux Liam Neeson Cinematic Universe, où Papy fait de la résistance et tabasse des gens, bah, il arrive encore à avoir le pompon, quoi, le gros lot, hein. Donc, bravo à lui. Non, et puis bah sinon, bah on attend 40 minutes avant que ça commence à se foutre sur la gueule. Quand ça se fout sur la gueule, c'est pas beau, c'est inintéressant. Et surtout, mais le film a quand même des intérêts, enfin des moments où on pouvait rigoler. Et moi je trouve ça remontait le niveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y avait les contre-champs sur le chien à des moments improbables, ça faisait le taf. Mais surtout, il y a quand même le plus grand monologue de la carrière de Liam Neeson dans un parc pour raconter sa vie. Je pense que j'ai jamais... Enfin, c'est mon pic devant le film, quoi. C'est-à-dire que là j'étais investi, j'ai rigolé beaucoup. C'est peut-être pas le but recherché, mais... Oui, voilà. Mais je me suis dit que le cinéma valait la peine d'être vécu même devant ce genre de film, quoi. Alors du coup, dis pas que ça fait le taf, parce que les plans sur le chien nous ont fait rire, mais je pense pas que c'était le but, hein. Le but était vraiment d'attirer de l'empathie, donc ça fait pas le taf en vrai. Je pense que, en fait, j'y réfléchis tout le temps par 2 filtres. Je me dis, est-ce que c'est un bon actionneur? Non, c'est un actionneur dégueulasse. Par contre, si tu y réfléchis dans justement Liam Neeson Cinematic Universe, c'est pas pire, pas mieux qu'un autre. Donc je pense que s'il y a des gens qui apprécient ça, à la limite, c'est l'équivalent. Et c'est vraiment pas le pire. Celui qu'on avait vu avant étant bien plus mauvais. Mais c'est quand même triste de se dire que du coup, pour réussir à dire allez, ça va, on est obligé de fonctionner par la négation et par le fait que tout le reste est horrible. Enfin voilà, je veux juste dire ça pour l'instant. Alors, je me tourne vers quelqu'un qui ne va pas dire là ça va. Léonore. Je sais pas si j'aurais grand chose à rajouter, c'était pas bien, les effets spéciaux étaient atroces, il y a un moment une explosion, mais le feu était rajouté, c'était moche, mais c'était moche, atroce, et que dire, il y a des champs contre champs qui étaient absolument affreux. Il y a un moment, il y a un flic qui surveille Liam Neeson qui est dans un camion avec des cupcakes dessus, c'est magique. Et il y a genre un espèce de champ contre champ, d'impression qu'ils attendent que le feu passe au vert. C'est juste magique. Enfin, c'était absolument ridicule et ça n'avait pas non plus le potentiel parce que dans le style, on avait vu, Enragé, c'était l'une de mes premières semaines chez Claque et c'était tellement excessif que c'était drôle quelque part. Là, c'est juste chiant. Et puis c'est débile surtout. C'est surtout que c'est surtout que ouais, mais c'était drôle, quoi. Non, mais il y a une scène de fusillade où ils se tirent, mais alors déjà ils se tirent à travers le décor, donc ils savent pas sur quoi ils tirent. Pendant tout le film ils veulent pas tirer parce qu'ils sont gentils, puis il y a des moments ils carnardent comme ça sans trop savoir sur quoi ils tirent. Alors à un moment, il rentre dans la bagnole des méchants et en fait, donc il est au bout du camion et ils sont là et ils se tirent dessus à travers le camion en fait. Et à travers les cupcakes. Et bon, alors que
que les agents qui sont dans la bagnole, qui sont à l'extérieur, tirent à travers le camion. Bon, pourquoi pas, ils savent pas ce qu'il y a dans le camion. Lui, il voit qu'il y a des barres en fer partout, il y a du décor, il y a des machins. Il sait qu'il fera rien avec son... Pourquoi il tire, ce con? Pourquoi il tire? Sur quoi il tire en plus? Tu sais même pas où il vise son arme. On en parle du mec qui a 2 flingues. Mais comment? Enfin, quoi? C'est le méchant. Ça n'a pas de sens. Rien n'a de sens. Sans parler, je vais même pas parler du rôle féminin, ça sert à rien. c'est vraiment le love. Non, il n'existe pas. Pourtant, elle vaut le coup. Ah oui, enfin je veux dire, au bout d'un moment, voilà, enfin Eleanor, soyons honnêtes, on a quand même des gens qui passent leur temps j'arriverai pas à finir la phrase, à la complimenter, à dire qu'elle est exceptionnelle et qu'elle vaut très exactement 9 millions. Je veux dire, voilà, on nous demande toujours ce que valent les femmes, là, au moins on nous les quantifie. Je suis désolé. En vrai, on revient au méchant, il trouve 3 millions de dollars. En vrai, 1,5 million chacun, vu qu'ils sont 2, c'est pas tant que ça. Ça vaut pas le coup, je suis désolée, c'est complètement con. T'as vu la baraque du gars quand même, il a peut-être besoin de vraiment beaucoup de trucs pour l'entretenir. Le gars qui se plaint de jamais avoir eu un salaire décent, t'as vu sa baraque, elle est sur 3 étages, elle est gigantesque quoi. Tu parles de Jay Courtney? Oui. Le mec qui a une Dodge qui a l'air de coûter 2 millions déjà. Voilà, il a des goûts de luxe, hein, le coco forcément, 3 millions, il va pas aller bien loin avec. Hein. C'est incroyable ça, c'est-à-dire que le vieux flic, enfin Myers, c'est celui qui a son toutou qui est tout mignon, et il a une vieille Ford dégueulasse, genre, alors qu'il a sûrement 40 ans de métier. Jay Courtney, il a 15 ans, il conduit une Dodge qui coûte genre tout l'équivalent du bureau du FBI en fait. Il coûte le budget du film. Non, puis moi ce qui me fascine quand même, c'est vraiment que le FBI, on a l'impression qu'on appelle Orange quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'appelles le FBI, on te dit attendez, on vous met en attente, et genre ça dure 2 minutes. Ensuite quelqu'un décroche, on fait attendez, on vous remet en attente. Et une fois que tu dis attention, je suis peut-être un criminel, tu peux appeler tous les jours à n'importe quelle heure, t'as toujours quelqu'un qui demande ça va frérot, bon. On va t'envoyer quelqu'un pour passer te voir, tout va bien. Et genre les mecs passent leur vieux téléphone avec tout le monde en fait. Genre tu peux appeler le FBI, c'est tes meilleurs amis. Je trouve ça génial moi. Franchement, qui n'a pas envie d'appeler le FBI maintenant, enfin... Si tu peux avoir à chaque appel des gens remplacés, t'imagines pas quoi, tous les jours t'as le voisin, j'ai chier dans ton jardin. Quand tu as les mecs, oh non, mais on va pas t'envoyer quelqu'un tous les jours. Et parfois ça me rend triste parce que là on se marre, mais putain merde, je crois que c'est exactement ce que j'avais dit déjà la dernière fois, et je le dirai probablement au prochain parce que j'aurais oublié ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais bordel, Liam Neeson quoi. Il a eu une carrière un jour, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il fait pas comme beaucoup d'actionneurs, comme quand on voit... Comme quand on voit De Niro, enfin tu vois, qui fait un truc de merde mais qui fait quand même des grands films à côté. Ils sont où les grands films de Liam Neeson? Mec, t'as joué Oscar Schindler un jour dans ta vie quoi. À partir de quel moment t'as vraiment abandonné? Ça fait 25 ans que c'est fini. J'ai la larme aux yeux quoi. Et en plus, vous n'avez pas l'image, mais il a vraiment la larme aux yeux. Vous n'avez pas l'image. C'est pour ça qu'on coupe pas la scène quand il est déjà plus grave, parce que là, c'est vraiment l'émotion, là, il est vraiment dedans. Aussi parce que je me marre comme un con, mais ça me rappelle à quel point je surkiffais ce mec avant, et que moi les premiers actionneurs, je me les étais tapés parce que je croyais en Liam Neeson, tu vois, avant de me dire merde, c'est fini. Oh putain, mais lui on sait jamais, il est tout le temps dans un état où des fois il y a des gros plans sur sa gueule où t'as l'impression qu'il est à fond dans le truc, un peu comme Jay Courtney qui quand il tire tu fais putain le mec, wow, oh le regard, le strabisme, tout quoi. Et des fois voilà, quand il parle en voix off tu fais alors mec t'étais sûrement bourré devant ta feuille, t'as plus rien à foutre, t'articules plus quoi, enfin c'est triste quoi, la bouse ça coûte pas si cher que ça, t'es pas obligé de faire autant de films quoi. Bon, good criminal, bad film, hein, voilà. Wow. Il faudrait trouver un bruit de batterie là derrière. Deuxième long métrage du producteur Mark Williams. Voilà. C'était quoi le premier? Last Call, qui a été traduit en Family Man, ou l'inverse. Enfin bon bref, Dans le cas des deux cas, ça dit quoi? C'est un nom bateau dans les deux cas, donc voilà. Bon, c'est fini, on passe à la fin. Hein. On va pas, c'est pas... Voilà. Entre 30 jours max, A Dark Man, The Good Criminal, l'histoire de la police ne ressort pas grandie de cette semaine, et Thierry, le film que tu as vu, en bref, ne va pas arranger les choses. Alors, introduit comme ça, c'est clair qu'on nous montre pas exactement les mêmes choses, mais on nous montre quand même sacrément d'incompétence. Je suis allé voir le documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, qui est un documentaire assez immersif et pas dans le bon sens du terme, parce que ça réveille beaucoup de pulsions et beaucoup de sentiments néfastes. Donc en fait, le documentaire est axé sur les violences policières lors des manifestations et des affrontements pendant les revendications des Gilets jaunes. Donc en fait, ça va être un panel, un florilège de toutes les vidéos qui ont été prises par les usagers, par les Gilets jaunes
avec leur téléphone, voilà, qui montrent les débordements, et il va y avoir des intervenants qui vont du coup les regarder, en même temps que nous évidemment, et réagir. Donc des fois ils sont tout seuls et ils disent juste ce qu'ils voient, ils essayent de mettre des mots dessus, leurs mots, des explications selon leur corps de métier, et ensuite il y a des affrontements d'idées. Alors la plupart des intervenants sont assez d'accord à peu près sur ce qui se passe, mais des fois il y a des gens qui sont pas forcément d'accord. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nous dit pas qui sont ces intervenants, on nous le dit à la fin. Donc du coup, on garde une neutralité, même si on se doute assez facilement de ce que font les gens. Et donc on voit qu'après, il y a des sociologues, il y a des historiens, il y a des psys, il y a aussi des victimes. Bon, eux, ça se voit direct que c'est eux, puisqu'ils parlent aussi d'eux-mêmes. Hein. On a l'un des gars qui a perdu son œil, on nous parle de tout ça. Et donc du coup, la question que se pose le film, c'est la police a-t-elle la légitimité de la violence ? Donc du coup, on nous parle de la violence d'État, on nous parle de la manière dont c'est fait, de la manière dont ça ne devrait pas être fait, et de tout ce qu'on voit. Et donc tous ces gens essaient de décortiquer ces images en expliquant la violence des manifestants et en expliquant qu'en fait, le but est de prouver que la violence policière qui est montrée n'est absolument pas proportionnelle à la violence donc du coup qui est faite par les manifestants. Donc on nous montre des passages de violence et on nous explique que ça c'est pas vraiment de la violence, on nous réexplique historiquement tout ce qu'il y a pu y avoir comme violence, à quel point ça n'atteint pas ça et que les répercussions sont beaucoup trop disproportionnées. Voilà, donc c'est super intéressant. Je pense que si après ceux qui ont vécu de près les gilets jaunes, comme ça a pu être mon cas, des fois dans le corps de manifestation ou des fois sur le côté à vouloir essayer un peu d'aider comme on pouvait, ça va ramener des souvenirs qui sont pas forcément très glorieux, mais c'est assez important de le voir. Et évidemment, c'est un film qui va toucher que les gens qui se sentent un peu concernés par le sujet, mais pour ceux qui auraient la curiosité et qui ont peut-être été un peu trop bercés par les images qu'on voyait juste à la télé, puisqu'il y avait une vision assez unilatérale, là ça permet de justement voir un petit peu plus, pas des coulisses j'ai envie de dire, mais au moins de gens qui expliquent ce qu'on avait, puisqu'on avait, le documentaire explique qu'il y avait aussi beaucoup d'interventions de l'État qui disaient que ça réagissait à une violence absolument inouïe et que c'était principalement ce que les médias étaient censés montrer, évidemment pas tous. Et donc là du coup ça essaye de montrer l'autre côté. Alors c'est évidemment engagé, de toute façon le documentaire n'a pas un devoir de neutralité. Évidemment il faut quand même après réfléchir à ce qui peut se passer de l'autre côté. Il y a malheureusement qu'un seul intervenant du côté de la police puisque tous les autres ont refusé. Le documentaire aurait peut-être pas du tout le même regard si on avait plus d'intervenants policiers, mais évidemment c'est peut-être pas forcément simple de venir se défendre de ça devant quelque chose qui de toute manière est assez engagé, je peux le comprendre, mais en tout cas voilà, c'est assez intéressant et ça sera très utile comme document d'archives pour le futur. Je vous conseille d'aller le voir, même si sa distribution est assez houleuse. Je me tourne vers mes camarades, Éléonore, Ellie et Thierry aussi peut-être, non ? Peut-être, mais est-ce que vous avez des recos à côté ? Qui commence ? Éléonore ? Allez. Moi, je me suis fait un petit rattrapage patrimoine cette semaine. Oui. Les Trolls 2 ? Ah non, c'est la pub sur le téléphone, pardon. Oui, c'est les Trolls 2. Non, il faut regarder ce qu'il y a en dessous, c'est plus intéressant. Exactement, les Trolls, un petit rattrapage patrimoine. Donc, j'ai regardé le 3e film de Fellini, donc Les Vitelloni. Donc les vitelloni, c'est une expression italienne qui veut dire les veaux. Et les veaux, ce sont ces jeunes hommes qui ont en général entre 25 et 35 ans et qui vivent encore chez leurs parents et qui vivotent tranquillement sans réellement d'ambition ni de possibilité d'avenir. Et c'est grosso modo ce que Fellini a vécu. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas. Et c'est ce qu'il retranscrit dans ce film. Donc on suit un groupe de 5 copains qui ont entre 25 et 35 on va dire à peu près et qui les 5 ne travaillent pas. Il y en a un qui est aspirant écrivain, il y en a un qui passe de femme en femme et qui n'arrive pas à trouver de travail, d'autres qui font carrément rien et qui vivent chez leurs parents. Et ils vivotent comme ça, ils vont de soirée en soirée, ils se baladent sur la plage, ils se baladent en pleine nuit dans une petite ville côtière italienne. Et je trouvais ce film très intéressant. Déjà, on retrouve un peu ce qui fait la beauté de la mise en scène de Fellini et de ses thèmes. Donc la fête, le chaos de la fête, la plage, ces espèces de paysages lunaires à côté de la mer qui sont vraiment sublimes, le rapport à la mélancolie, au passé. Et c'est du coup très intéressant et c'est un film très beau. Mais en plus, je trouve que c'est un film qui a un écho tout particulier quand on pense à notre génération qui elle-même... Alors eux, ils sont considérés du coup comme des... c'est quelque chose d'anormal. Sauf que ce qui est intéressant dans notre génération, c'est que c'est devenu limite la norme pour beaucoup de se retrouver sans emploi et en essayant un peu comme on peut de travailler et de vivre et on va dire c'est difficile d'avoir de l'ambition et des possibilités de carrière
c'est de plus en plus compliqué. Donc je trouvais ça assez intéressant et c'est du coup un film que je conseillerais aux jeunes de 25-35 actuellement. Car en tout cas, moi, il m'a beaucoup touchée. Rappelle-nous le nom. Yves Vitelloni. Et je crois qu'il a un titre français, je te le montre, mais qui n'est plus forcément... Lévi Vitelloni ou Yves Vitelloni, mais qui est plus utilisé, donc je sais plus ce que c'était. Mais vous le trouvez sous Yves Vitelloni, sans problème. Merci. Ellie. Oui, moi, la semaine dernière, j'ai été à la projection de Piège pour Cendrillon, organisée par Revue et Corrigé, donc qui se lance dans la distribution de longs métrages désormais. Et donc c'est leur premier film qu'ils sortent. Donc c'est un film d'André Cayatte qui est sorti dans les années 60. Avec Danny Carell et c'est vraiment une très très bonne surprise. Je connais pas très bien le cinéma d'André Cayatte. Il était surtout connu pour des films judiciaires. On dit que c'est un cinéaste à thèse. Donc en fait là, André Cayatte fait un film très noir, un thriller, un peu inspiré de Vertigo, dans lequel on suit une amnésique qui doit essayer de retrouver ce qui lui est arrivé et qui découvre notamment que elle a potentiellement commis un meurtre en fait, et du coup elle est perdue entre deux identités car elle peut être à la fois donc Do ou Mi, donc qui sont deux personnages distincts, une qui est riche, une qui est pauvre, enfin pas pauvre mais qui travaille dans un garage qui est pas très aisé, et vu qu'elle les deux sont plus ou moins des sosies en gros, elle-même quand elle doit se reconstruire, elle sait pas tellement laquelle elle est parce que les gens essaient de la manipuler pour savoir à leur avantage en fait, car il y a de l'argent en jeu, il y a beaucoup d'intérêt en compte, et du coup c'est une sorte d'intrigue à tiroir avec des révélations qui ne s'arrêtent jamais. C'est captivant à mourir. Le film est d'une beauté plastique, c'est assez fou, il y a des plans mais vertigineux de Cayatte, lui qu'on dit qu'on a souvent accusé de ne pas être un très bon formaliste ou de faire du cinéma un peu plan-plan, la Nouvelle Vague le détestait par exemple, mais là il fait des plans, t'as vraiment l'impression d'avoir Hitchcock derrière la caméra quoi. Il y a des plans d'escalier en contre-plongée absolue, c'est vraiment dingue, et le film passe tout seul, en plus il y a un côté très sulfureux, presque érotico-lesbien à un moment, le film est très moderne en fait pour son époque et juste prenant. C'est vraiment, on est sur un thriller de très très haute volée qu'il faut découvrir. Là je sais qu'il va passer encore une fois en séance exceptionnelle le 23 octobre au Reflet Médicis à Paris, et que le mode de distribution de Revue et Corrigé c'est de faire des séances événementielles en fait à travers la France. Donc faut essayer de se tenir au courant les suivants sûrement pour savoir quand ça passe, mais là la première à Paris est passée, là il y aura donc la deuxième dans 10 jours à peu près quand on enregistre. Rappelle-nous le titre. Piège pour Cendrillon. Et donc il repasse le 23 à Paris, il me semble, de ce que j'avais cru comprendre, peut-être d'autres fois. Donc voilà, essayez ceux qui s'intéressent, renseignez-vous, suivez Revue et Corrigé pour voir ça, car vraiment le film vaut le coup. Et en plus, il y a toujours un intervenant qui va essayer de donner un aspect du film, de mettre un aspect du film en lumière. Donc voilà, c'est la petite surprise patrimoine à découvrir. Merci Ellie. Thierry, t'as pas de reco finalement? Bon ok, voilà. Alors moi j'ai pas spécialement de reco. Moi ma reco ça sera ce soir regarder le discours du président, savoir si on a un couvre-feu ou pas et si les festivals sont maintenus. Non, arrête. Parce que fin octobre il y a deux festivals qui m'intéressent. Je pourrais pas faire les deux parce qu'ils sont pas dans la même ville, c'est assez compliqué. Les Utopiales à Nantes du 29 octobre au 1er novembre 2020 sur la SF, le fantastique, donc du merveilleux, du super, et pas que du cinoche en plus, donc ça c'est vachement cool. Et le FFCP, le festival du film coréen à Paris. Bon, vous le connaissez un peu puisqu'on a fait quelques hors-séries dessus. Ah bon? Ouais, voilà. Qui est pour l'instant maintenu au moment où on enregistre, mais bon, on croise les doigts. Du 27 octobre au 3 novembre, toujours au Publicis sur les Champs-Élysées. Donc on attend des nouvelles, on espère qu'il sera maintenu. Et s'il l'est, bon, il y sera. Et sinon, sinon on n'y sera pas. Voilà, tout simplement. Donc suspense. Merci chers amis, merci Éléonore. Merci à toi. Merci Ellie. Merci. Merci Thierry toujours. Merci. Et merci chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Certains les matchs chauds. Retrouvez cet épisode ainsi que les précédents sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour écouter les prochains épisodes dès leur sortie. Pour nous soutenir, mettez 5 étoiles et un commentaire également dans votre application de podcast préférée, ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, CLAAC podcast. Abonnez-vous, partagez, parlez de l'émission autour de vous, ça nous aide énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode encore merveilleux. Avec le deuxième meilleur réal préféré de Thierry. Après Tarek Boudali.
Après Chiron. Ah bah du coup c'est le 3e, pardon, et j'avais oublié Tarek Boulali, pardon. J'étais chaud, moi, y'a pas de soucis. À la semaine prochaine, bisous, bisous, bisous. Attends, la semaine prochaine c'est Monster Hunter de Paul W.S. Anderson. Si vous faites les chutes que j'ai prévues à ma place, ça va plus aller. Eh ben faut les faire plus vite. Hein. Ah, non. Oh. Ça a mis tout le monde de bonne humeur, dis donc. Bon, moi de toute façon j'ai filé un billet au projectionniste pour qu'il mette Butchou à la place de Drunk. Et le seul bon film de la bande à Fifi c'était Épouse-moi mon pote, on le sait tous très bien, donc il nous tardait le retour de Tarek.